Bonjour, aujourd'hui je vais parler du pouvoir d'achat, de l'inflation et des statistiques en général. Je vais passer en mode partage écran et j'ai un texte à vous lire, puis deux vidéos à vous montrer. On part tout de suite pour le mode partage d'écran. Donc voilà mon texte dans le titre est statistiques officielles, pouvoir d'achat, inflation et emploi. C'est les trois thèmes que je vais aborder avec vous au cours de ce texte. Je soutiens le mouvement des Gilets jaunes en France, mais ils n'ont pas de solution. Tout ce qu'ils font, c'est exprimer leur mécontentement, qui certes est légitime. Macron n'en a rien à faire de vous, et aucun politicien, quoi qu'il dise, ne s'intéresse à votre sort. C'est du théâtre, de la politique. Tout le discours sur le peuple ou le pouvoir d'achat ne sert qu'à se faire élire. Pourquoi souhaite-t-il avoir accès au pouvoir? Afin de régler vos problèmes existentiels? Ils n'y ont jamais songé. Vos problèmes n'ont jamais disparu. Ils n'ont fait que s'empirer. Alors pourquoi souhaite-t-il régner? Afin d'encaisser beaucoup d'argent. Macron s'en contrefiche d'entendre dans la rue Macron prison ou Macron démission. Voulez-vous savoir ce qu'il fait lorsqu'il entend de tels slogans qui émanent de la foule? Lorsqu'on le eut une fois de plus, il consulte son compte en banque et s'aperçoit qu'il y figure des centaines de milliers de francs de plus. Voilà pourquoi il travaille. Voilà ce qui importe à ses yeux. Que vous ne puissiez finir votre mois, il s'en contrefiche. Il se réjouit de toutes les sommes colossales dont il dispose. Il n'a aucun souci, lui ni aucun autre élu, pour terminer son mois, afin de pouvoir s'acheter à manger. Ça fut mon introduction et je poursuis. Après cette introduction, nous allons examiner davantage la question du pouvoir d'achat et de la paupérisation du peuple, ce qui semble mener à la révolte des Gilets jaunes, qui, quoique bien intentionné, ne résoudra pas le problème, car comme je l'ai dit, ils n'ont pas de solution. S'ils n'ont pas de solution, toi qui critiques, est-ce que tu en as une? La solution est une économie de ressources telle que définie par Jacques Fresco. Le reste ne fonctionnera pas et produira toujours un résultat insuffisant. Les statistiques officielles, devez-vous leur accorder du crédit? Au cours de cette vidéo, je vais mentionner mes positions, mes analyses, en vous expliquant pourquoi je n'accorde aucune foi aux statistiques officielles. Le taux de chômage, les statistiques de l'inflation, du pouvoir d'achat représentent-ils adéquatement la situation? Dépeignent-ils fidèlement le tableau? Sont-ils autre chose que de la communication? Autre chose qu'une illusion permettant aux politiciens d'espérer de se faire réélire? Je ne le crois pas. Il s'agit d'une propagande mise en avant afin de perpétuer le système en vigueur, afin de tromper le peuple, de lui faire croire que son sort est meilleur qu'il ne l'est. Je base mes recherches principalement sur deux vidéos que vous pouvez consulter, qui vous expliquent pourquoi le taux de chômage, c'est du bidon, et le taux de l'inflation officielle, une blague. Dans les deux cas, la situation est bien pire que ce que j'avoue, que ce qui ressort de ces deux vidéos, des interventions d'Olivier Delamarche et de Philippe Herlin, ou même de la mienne. Car je ne peux, en peu de mots, résumer l'étendue de l'échec de notre système monétaire capitaliste. Toutefois, je vais prendre le terreau par les cornes et faire de mon mieux. Le taux d'inflation, le taux d'inactivité. Je parle d'inactivité, non de chômage. Dans les pays développés est au-dessus
de 50% en moyenne. D'après mon analyse, ce qui certes est superficiel, mais probablement très proche de la réalité. Si vous voulez bien analyser la situation en regardant la vérité en face, au mieux, une personne sur deux travaille. Et je pense que la situation est même pire que cela. Pour l'inflation et la perte de notre pouvoir d'achat, elle est considérable. Nous perdons probablement autour de 5% de notre pouvoir d'achat tous les ans. Uniquement, le progrès technologique aide aussi légèrement cette situation désastreuse. Mais que pour les produits de consommation éphémère, technologiques, vêtements, non pour l'immobilier. La paupérisation du peuple est réelle et continuelle. S'y ajoute que beaucoup de gens ont perdu leur boulot et sont bien sûr sortis très rapidement des statistiques de chômage s'il y avait droit, s'ils les incorporaient à un moment donné. Ces gens n'ont pas retrouvé un emploi. Chez les jeunes, plus de 25% d'entre eux, parfois 50%, ne trouvent pas d'emploi et ainsi ne rentrent jamais dans les statistiques officielles du chômage. Aux USA, 80 millions de personnes sont au food stamp, dans bon d'alimentation, et 100 millions de personnes, soit 300 millions, n'ont pas d'emploi. Pour vous faire une idée de ce que j'avance, veuillez visionner les vidéos submentionnées et écoutez Olivier Delamarche. Alors là, il y a un problème au niveau de l'orthographe, je vais corriger ça. C'est bien sûr Delamarche, c'est mon correcteur d'orthographe qui a fait une erreur. Olivier Delamarche. Et écoutez Olivier Delamarche nous parler d'emploi et Philippe Erlin d'inflation. J'approuve le travail de ces deux économistes en le nuançant toutefois légèrement. D'après moi, la situation est encore pire que ce qu'ils avancent. Le chômage et l'inflation frappent durement et continuellement le peuple depuis les 30 Glorieuses. Les 30 Glorieuses furent de 1945 jusqu'au premier choc pétrolier de 1973. À l'avenir, à cause du progrès technologique, de l'autonomisation, de l'intelligence artificielle, du deep learning, l'emploi continuera à se raréfier et les taux d'inactivité à augmenter. Quant au taux d'inflation, notamment dû aux taxes toujours croissantes et à la flambée des prix de l'immobilier, il continuera à augmenter. Le peuple sans emploi sera de plus en plus pauvre. Puisque nous montons sur le taux d'inflation, les salaires ne risquent pas d'être adaptés à l'augmentation des prix. La situation à terme sera affreuse, surtout si nous ne changeons rien. Aucun changement pour l'instant ne se dessine à l'horizon. Zoom sur les deux vidéos. Donc, je vais vous montrer les deux vidéos dont je parle. C'est mes références principales, pas exclusives, mais principales pour le texte que j'ai rédigé. Donc, afin d'aller aux sources, je vous recommande de visionner ces deux vidéos. Je vais vous les montrer à l'écran. Ça, c'est celle avec Philippe Erlin qui parle du pouvoir d'achat et de l'inflation. Et ça, c'est celle avec Olivier Delamarche. Les liens sont dans le texte, au bout du texte. Donc, voilà les deux vidéos que vous pouvez visionner pour les sources. Et maintenant, nous allons reprendre les arguments point à point en rajoutant un peu. Ce que je fais, c'est pas simplement vous donner les arguments d'Olivier Delamarche, je les explique également et de temps en temps, je vais un peu plus loin que ces deux analystes, y compris Philippe Erlin. Mais je vais reprendre leurs arguments et bâtir là-dessus. Comme base, j'utilise ces deux économistes, puisque c'est ce que j'ai trouvé du mieux au niveau du chômage et du pouvoir d'achat et du taux d'inflation. Donc, c'est ces vidéos-là que je cite comme source principalement. Les arguments d'Olivier Delamarche en rapport avec le chômage sont les suivants. Le chiffre du chômage est un jeu politique, c'est du marketing pur, où vous faites croire que cela va bien,
que cela va mieux et que c'est évidemment grâce aux gens qui nous dirigent. Le chômage, c'est un chiffre de marketing politique. Alors, je ne vais pas mettre les numéros parce que j'ai mis en fait les points, mais je ne vais pas dire les points à chaque fois parce que je pense que ça va être un peu lourd. Donc, je ne mets pas les points à chaque fois, mais c'est simplement pour que vous puissiez vous repérer et puis également retrouver dans les points différents dans les vidéos. C'est assez chronologique ce que je fais. Donc, le deuxième point où nous étions, je ne vais pas les citer par la suite, mais ils sont dans le texte. Vous retrouvez mon texte sur Medium. Le chômage, c'est un chiffre de marketing politique. Il est présenté de la meilleure des façons pour qu'on ait l'impression que les actions énergiques de nos gouvernements sont efficaces. On entend pouvoir justifier les mesures en place par une baisse du chômage. On vous présente le chiffre du chômage de la manière la plus glorieuse pour les incompétents qui nous gouvernent. Donc là, je viens presque exclusivement de citer Olivier Delamarche. On vous dit que le chômage a baissé en Grèce ou au Portugal. On oublie de dire que 10% de la population active s'est barrée. Pareil en Espagne, même principe. Aux États-Unis, on annonce quasiment le plein emploi. On ne comprend pas pourquoi les salaires n'augmentent pas si on était réellement en plein emploi. Non, tout simplement, vous avez plein de façons de sortir des gens des statistiques. D'abord, qui dit chômage sont des gens qui cherchent. Donc, sont inscrits quelque part et reçoivent des subsides de l'État. Le chômage au sens le plus restrictif. Et après, vous avez tous les autres, c'est-à-dire les gens qui sortent tout bonnement des statistiques parce qu'ils deviennent SDF, sans domicile fixe. On ne compte pas ces gens-là à partir du moment où ils n'ont pas une démarche active de recherche d'emploi. Ce sont des gens tellement désespérés qu'ils sortent complètement du circuit. Et par là, des statistiques du chômage. En comptant les gens qui ont des boulots partiels, ils sortent des statistiques du chômage. Donc, soit on les incorpore dans les statistiques du chômage, soit on les fait sortir. C'est les deux astuces qu'il utilise. Ainsi, il y a le moins de personnes inscrites. Donc, on compte les gens qui ont des boulots partiels. Ils sortent des statistiques du chômage. Je vais enlever les parenthèses qui ne sont pas nécessaires. Mais vraiment très, très partiel, c'est-à-dire quelques heures par mois. Donc, les gens qui ont quelques heures de boulot par mois, ils sortent direct des statistiques du chômage. Si vous accumulez et réincorporez les gens qu'on sort de force, en recourant à ces artifices, soit on ne les inscrit pas, soit on les sort du chiffre du chômage, vous obtenez des chiffres bien plus près de la réalité, qui sont catastrophiques, c'est-à-dire quelque chose de 20-22% en France qui aimeraient travailler, mais qui ne travaillent pas. À mon sens, ce chiffre est bien plus élevé. Donc, les 20 à 22%, c'est Olivier Delamarche, mais moi, je pense que nous sommes entre 30 et 50%, dépendant des pays développés que nous examinons. Au Moyen-Orient, ce chiffre ne touche pas les 50%, mais les 80% de gens, d'après mon analyse. Je n'ai pas les moyens de prouver statistiquement, mais si on compte le taux de non-emploi et non le taux de chômage, vous touchez facilement 50% dans les pays développés et 80% dans les pays en voie de développement. Bien sûr, pour nos élites, c'est le plein emploi. Donc les 50 et les 80%, c'est moi. Je vais beaucoup plus loin qu'Olivier de la Marche. Parce que j'ai été dans des pays du Moyen-Orient et je me suis rendu compte que beaucoup de gens, presque tous, ne travaillaient pas. Il ne faut pas me raconter des histoires. Et il n'y a que regarder autour de vous. C'est une exception quand quelqu'un gagne et quand quelqu'un travaille et c'est alors du plus très partiel et ça lui permet la plupart du temps pas de travailler. Donc le taux de 80%, pour moi, il est clair dans ces pays
sans l'ombre d'un doute. Et chez nous, j'ai l'impression que 50% de la population ne travaille pas dans les pays développés. Revenons à Olivier Delamarche et à son discours après avoir fait cette parenthèse. Aux États-Unis, le taux de chômage, d'après Olivier Delamarche, tourne aussi autour de 20%. Pour l'Italie, l'Espagne, etc., alors là, on atteint les 34 à 35%. Nous sommes loin du plein emploi dont parlent incessamment nos politiciens. La vraie représentation des choses sont des gens qui dépendent de l'État pour se nourrir. Le chômage est un chiffre marketing. Il faut le représenter de la meilleure façon qui soit. Le taux de participation de la population aux États-Unis, qui était au plus bas, notamment quand montrait quand même qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas au niveau des statistiques du chômage. Même Mme Yellen, ancienne présidente de la Réserve fédérale, l'avouait. Donc, Mme Yellen, elle a regardé le taux de participation de la population aux États-Unis et elle s'est rendue compte qu'il y avait un problème énorme par rapport au taux de participation de la population et au taux du chômage. Donc, même Mme Yellen l'avoue. Ancienne présidente de la Réserve fédérale l'avouait. Si vous prenez réellement les gens qui pourraient travailler, qui sont en âge de travailler, qui ne sont pas en situation, en institution, en prison, les gens qui pourraient travailler aux États-Unis, il y a 102 millions d'Américains qui pourraient travailler et qui ne travaillent pas. Donc, c'est énorme sur une population d'à peu près 300 000. Voilà le plein emploi dont nous parlent incessamment nos politiciens, nos élites. Cela ne veut pas dire qu'ils sont au chômage, mais qu'ils pourraient travailler et qu'ils ne travaillent pas. Donc là, c'est une petite erreur. Et vous avez aussi, comme par hasard, 80 à 92 millions de gens qui ont recours aux tickets alimentaires, les food stamps. Donc ça joue à peu près avec les 102 millions. Donc il y en a 92 millions qui sont en food stamps. Là, on parle de la première économie du monde. Dans la première économie du monde, une personne sur 3 ne peut pas se nourrir sans avoir recours au ticket alimentaire. La première économie du monde. Hein. La situation ailleurs, vous l'imaginez comment? Franchement, vous pensez qu'aux États-Unis, la locomotive dont on nous parle, la locomotive qui tire tous les autres pays, hein, c'est aussi pourri, mais vous imaginez qu'ailleurs, c'est parfait? Non, c'est pas parfait, c'est aussi bidonné. Simplement, on n'a peut-être pas les statistiques, on n'a pas regardé. La plupart des pays, c'est pareil. D'accord? La plupart des pays ne font pas beaucoup mieux que les États-Unis. De partout, la situation commence à être de plus en plus grave. Et moi, je dis qu'il y a 50%. Moi, je dis qu'il y a plus que ça. Moi, je dis qu'il y a 50% de gens qui ne travaillent pas. D'accord? Et on le voit quand on regarde, par exemple, qui est au food stamp. On voit qu'il y a énormément de gens qui reçoivent des tickets alimentaires. Et qu'il y a simplement un truc qui ne joue pas. Ces gens-là, ils ne recevraient pas de tickets alimentaires s'il y avait le plein emploi et que tout le monde travaille. Là, on parle de la première économie du monde. La situation ailleurs, vous l'imaginez comment? Tout en rose, comme décrite par nos politiciens, nos élites. Ah, ces politiciens et ces élites, toujours prêts pour faire une petite blague, hein, et nous raconter n'importe quoi. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de gens comme moi qui vous le disent. Et c'est pour ça que la plupart des gens, ils gobent toutes les âneries qu'on leur raconte. Et ils ont tous les journaux à leur solde. Ils payent énormément d'argent pour la presse. Et la presse raconte exactement ce qui les arrange et exactement ce qui peut les faire réélire. Et tout ça fait en sorte que vous avez des fausses données dans votre journal, que vous avez des fausses données sous le nez. Et si vous n'écoutez pas des économistes comme moi, Olivier Delamarche ou Philippe Erlin, jamais vous allez comprendre ce qui se passe autour de vous. Enfin, jamais. Vous allez bien vous rendre compte qu'il y a quelque chose que je joue pas. Vous allez bien vous rendre compte que dans le bâtiment dans lequel vous êtes ou les bâtiments autour de vous, la moitié des gens ne travaillent pas. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'être un génie. Après, vous n'avez pas besoin de consulter le taux de chômage. Vous avez qu'à besoin, vous utilisez vos yeux, vous regardez autour de vous, vous vous rendez compte qui travaille et qui ne travaille pas. Mais quand le gars il dit qu'il travaille, regardez réellement s'il travaille. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, je travaille, mais c'est quoi, 1 heure par semaine ou 1 heure par mois? Non, il faut creuser un peu, les gars. Il faut creuser un peu. Il faut regarder ce qui se passe réellement. Et il faut arrêter de gober tout ce qu'on vous récite. Surtout si ça sort de la bouche d'un politicien. Surtout si c'est l'INSEE qui produit. Surtout si c'est un de nos organes de statistiques. Alors là, il faut vraiment prendre des chiffres avec des pincettes. Et Olivier Delamarche le dit également. S'il y a 30 ans, on vous disait
qu'il y aura un tiers de la population qui sera au food stamp, ticket alimentaire. On aurait trouvé cela inimaginable. Mais c'est une réalité aujourd'hui. Plus, c'est ce que je vais rajouter maintenant. Il y a un tiers qui est au food stamp. Les autres, vous pensez qu'ils travaillent tous? Mais vous rigolez. Vous rigolez. Les autres, il y en a qui sont à la retraite. Et il y en a qui, qui sont invalides, etc. Mais ils n'ont pas tous du boulot. C'est facilement 50%, à mon sens, facilement 50% de la population ne travaille pas dans les pays développés et c'est une réussite énorme, énorme. Ailleurs, vous avez 80%, d'après ce que j'ai vu, de gens qui ne travaillent pas. Vous pouvez retrouver des chiffres qui sont à peu près plus réels, que ceux qu'on vous présente. Vous pouvez retrouver des chiffres quand vous creusez, vous pouvez retrouver des chiffres qui sont plus réels que ceux qu'on vous présente. Ça, c'est l'aspect purement quantitatif. Il y a l'aspect qualitatif. Depuis 2008, on s'aperçoit de quoi? Qui a trouvé du boulot? C'est les plus de 65 ans. Super, le gars, il est presque à la retraite, il a retrouvé du boulot, on est content pour lui. D'accord? Mais la jeunesse, est-ce qu'on regarde? Non. Ce n'est pas les jeunes qui sortent de la fac, les jeunes diplômés qui ont trouvé des emplois. Les gens de plus de 65 ans sont retrouvés au taux d'emploi qu'ils avaient avant la crise de 2008. En revanche, les 20-60 ans n'ont jamais trouvé l'emploi, des taux d'emploi satisfaisants réels. Ça, c'est vrai. Le chômage frappe encore plus les jeunes que les anciens. Vous avez donc des gens qui ne peuvent pas se mettre à la retraite et qui cumulent des petits boulots. Là aussi, un problème. Pourquoi le gars à 65 ans, il ne prend pas sa retraite? Pourquoi il continue à travailler? Ça, c'est ce que vous allez voir quand on passera à la partie de l'inflation et du pouvoir d'achat d'Olivier Delamarche. En revanche, les 20-65 ans n'ont jamais trouvé d'emploi. Le taux d'emploi satisfaisant réel. Vous avez donc des gens qui ne peuvent pas se mettre à la retraite et qui cumulent des petits boulots. 1, 2, parfois 3. Mais à chaque fois que cela rentre dans les statistiques, on ne vous dit pas que c'est le même garçon qui a trouvé 3 petits boulots. Donc là aussi, on gonfle artificiellement de nouveau le taux de chômage en comptant la même personne, pas une fois, mais 3 fois. Même si c'est 3 petits boulots qui lui permettent pas de vivre, on va lui dire, ah, regardez la réussite, nous avons 3 emplois. On vous dit pas que aucun de ces emplois ne permet de vivre. C'est des emplois absolument ridicules, au mieux une heure par semaine ou peut-être 1 heure par mois même. Donc c'est vraiment grave de faire ça. Et c'est simplement pour lui donner le chiffre, afin qu'il puisse vous dire qu'il y a le plein d'emploi quand la situation réelle, elle est bien autre. Et vous n'avez qu'à besoin de regarder autour de vous. Regardez autour de vous. Vous n'avez même pas besoin de m'écouter, regardez simplement autour de vous. Alors, ils ont 3 petits boulots, dont aucun ne lui permet de vivre. C'est quasiment exclusivement que du temps partiel aux États-Unis. Alors, c'est Olivier Delamarche qui le dit, c'est quasiment exclusivement du temps partiel. Ailleurs, c'est pas mieux. Donc, il ne faut pas me dire que parce que vous êtes dans un autre pays que c'est glorieux. Peut-être que c'est un peu moins pire si vraiment vous avez beaucoup de chance, mais très probablement que c'est très proche des États-Unis. D'accord? C'est la première économie du monde. Les autres économies suivent en général, avec l'emploi, etc., la croissance, etc. Ailleurs, ce n'est pas mieux. On vire des gens de l'industrie, dans la manufacture, pour engager des barbanes. Des barbanes, on en a engagé beaucoup. Des serveurs, on en a engagé beaucoup. Mais ce ne sont pas des boulots qui vous suffisent à manger. C'est ça le problème. Moi-même, je connais des gens, ils travaillent comme barman ou serveur, mais c'est pas assez. C'est juste pas assez pour en vivre. Ok? C'est pas assez pour élever une famille, c'est même pas assez comme célibataire pour en vivre. La plupart du temps. Il peut y avoir des exceptions, mais la plupart du temps, c'est ainsi. Et souvent, c'est saisonnier, c'est-à-dire que vous ne travaillez même pas toute l'année. De nouveau, par contre, on vous fait sortir du chômage
où on vous dit ouais, parce que vous avez travaillé c'était que 2 mois, ça ne suffit pas assez pendant l'été, donc on ne compte pas, on peut pas vous inscrire dans le chômage. Soit on vous inscrit pas, soit on vous sort du chômage, mais de toute façon c'est bidonné. Mais ce ne sont que des boulots qui nous suffisent à manger. La personne qui fait cela, j'espère qu'il n'a pas un emploi étudiant dessus. Sinon, il n'est pas prêt à le rembourser. Et il a souvent 1, 2 ou 3 petits boulots dont aucun ne lui permet de vivre. Là aussi, c'est biaisé. Donc ça, c'est Olivier de la Marche qui le dit, c'est pas moi. Quand vous avez des petits boulots partiels, cela vous donne pas droit au chômage. Ah, étonnant, étonnant. Donc, pourquoi ils ont fait ça, nos politiciens, hein? Donc, quand vous vous faites virer de ce petit boulot-là, vous sortez directement des chiffres. On vous inscrit jamais au chômage et vous n'avez jamais droit au chômage. Ainsi, vous n'intégrez jamais le chiffre officiel du chômage et nos élites continueront à nous raconter qu'il y a le plein emploi. Et vous allez voter pour eux une fois de plus, n'est-ce pas? Hein? Ce sont des magiciens en fait. Ce sont des magiciens. Ils arrivent ils sortent des lapins des chapeaux et vous y croyez. Ah oui, il y a un lapin, il y a tout dans le chapeau. Tous ceux qui veulent, quand ils veulent. Et tout disparaît aussi quand ils veulent. Des vrais magiciens. Et un peuple ébahi, ravi de les entendre. Et le plus gros le changé, j'ai l'impression le mieux ça marche. Chez presque tous. Il y a quelques exceptions. Quelques personnes se rendent compte. Mais beaucoup de personnes quand même sont dans la matrix. Beaucoup de personnes continuent à croire tout ce qu'on leur raconte. Les boulots à temps partiel sont payés 30 à 40% moins que les boulots à plein temps. Tous les gens qui vous disent que les chiffres du chômage sont fabuleux aux États-Unis, il n'y en a pas un seul qui s'est penché sur la question de savoir comment ces chiffres sont calculés. Le BLS, Bureau of Labor Statistics, calcule ce chiffre aux États-Unis. Et aux États-Unis, il y a le prélèvement à la source. Le fisc sait donc parfaitement ce qui se passe puisqu'il prélève l'impôt sur le travail. Il sait donc qui travaille et qui ne travaille pas. Il pourrait vous sortir des statistiques sur les augmentations de revenus, les gens qui sont engagés. Car quand une personne est engagée, on fournit un certificat qui fait en sorte que les impôts vont prélever leurs dignes tous les mois. Mais non, cela ne se calcule pas comme cela, le chiffre du chômage. Cela se calcule par enquête. C'est un sondage. C'est extraordinaire, non? Ils ont le chiffre réel, mais ils préfèrent faire une enquête. Un sondage, avec la validité du sondage. Donc, le sondage, c'est je sais pas, probablement c'est des sondages par téléphone où ils appellent et ils demandent s'il y a des employés ou je sais pas quoi. C'est très drôle, très drôle, très drôle. Vous avez le chiffre réel, mais vous faites un sondage. Un échantillon, vous prenez un échantillon de la population. Cet échantillon, bien sûr, il représente parfaitement la réalité. Soyez-en assurés. Ils ne regardent pas juste là où ils ont envie de regarder. Jamais, mais jamais, jamais. Un sondage, avec la validité du sondage. Et c'est un sondage qui est recalculé. Donc, non seulement ils font un sondage, mais ils font même pire, vous allez voir. Ronald Reagan, le 40e président des États-Unis, a demandé au BLS US, donc le Bureau of Labor, de trouver une formule de calcul parce qu'il trouvait que son action économique au niveau du chômage n'était pas très mise en valeur par les chiffres du chômage. Donc là, les chiffres du chômage, elles n'étaient pas brillantes et à l'époque, elles étaient vraiment, vraiment bonnes par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Le BLS a créé à ce moment-là, un modèle qui tient compte de la création et des faillites des entreprises. Cela a permis d'incorporer ceux qui ne pouvaient pas encore rentrer dans les sondages, les nouvelles sociétés.
car tout le monde sait que quand vous créez une boîte, la première chose que vous faites, c'est embaucher 500 personnes. Évidemment, c'est un modèle qui surestime les choses. Figurez-vous, en 2008 et 2009, quand il y avait beaucoup de faillites d'entreprises et que beaucoup de création d'entreprises et pas beaucoup de création d'entreprises et d'embauche. Eh bien, ce modèle-là rajoute aux engagements annuels en 2008 870 000 créations d'emplois de plus. Quand la crise et les faillites furent au plus fortes. Et record absolu en 2009, 980 000 emplois créés, juste par ce modèle. Donc, tout inexistant, car nouvelle entreprise qui n'existe pas ou n'ont encore embauché personne. Une équation mathématique qui correspond à rien d'autre, rien de réel, mais à laquelle nous recourons tout de même dans les statistiques du chômage afin de faire baisser ce chiffre. Ces deux années-là, 2008 et 2009, ce modèle aurait dû réduire le chiffre à cause de la crise et non embellir la donnée. Battre tous les records au niveau de l'emploi en pleine crise. N'est-ce pas un peu gros? Depuis 2008 jusqu'en 2017, vous vous apercevez que l'essentiel des créations d'emplois qui ont été annoncées comme des vrais emplois créés viennent du modèle, de l'équation mathématique qu'utilise le BLS, qui n'a aucune base dans le monde réel. Il y a des gens qui prennent cela comme si c'était des chiffres divins, réels, et non pas bidonnés, des chiffres certains, alors que c'est juste un modèle mathématique. Pour la plupart des chiffres, quand vous creusez un peu, on s'aperçoit que ce n'est pas très sérieusement calculé. Au sujet de l'augmentation des revenus des Américains, quoi de plus simple? Il suffit de passer un coup de fil au fisc et le fisc vous donne toutes les données. Il sait si les revenus ont augmenté de 0,2% de plus ou pas. Mais non, encore une fois, qu'est-ce qu'on fait? Un sondage. Les chiffres du chômage sont un enjeu politique et donc c'est du marketing. Aucune base dans la vie réelle. Ils ne représentent plus rien de réel, à part une donnée qui permet à nos élites de se faire réélire grâce à vos votes. Bon, il faut avouer que de nos jours, de moins en moins de personnes votent et de moins en moins de personnes croient dans notre système et je les comprends. Et je le comprends parfaitement. Je les comprends parfaitement. Je veux dire, c'est une comédie. C'est du comédie. C'est un coup de théâtre. C'est de la magie. C'est tout sauf une réalité. C'est une réalité ou, si vous voulez, c'est une réalité totalement bidonnée en faveur de nos élites. Enfin, que vous puissiez croire un peu plus longtemps que tout va bien, que nous vivons dans le meilleur des mondes. Non, il n'y a pas de pauvreté. Non, il n'y a pas de guerre, etc. Blablabla. Je m'arrête là. On vous fait croire il n'y a pas d'insécurité. Non, jamais, 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 jamais. On vous fait croire que tout va bien, que tout va mieux et que c'est évidemment grâce aux gens qui nous dirigent et à leurs multiples actions. Le peuple et presque tous les économistes accordent une foi aveugle à ces chiffres bidonnés. Il faut prendre chaque chiffre avec des pincettes et essayer de regrouper pour voir si, a priori, cela a une réalité quelconque ou pas. Ils sont tous faux, trafiqués, bidonnés. Un mensonge qu'on raconte au peuple afin de se faire réélire. Mais vous êtes tous de bons démocrates. Hein?
Et vous allez tous à l'urne dès qu'on vous appelle. Et celui qui sait le mieux faire de la magie, le mieux vous mentir et le mieux vous faire rêver, est celui-là qui se fera réélire. Après qu'il y ait des résultats qui suivent ou non, de toute façon, qu'importe, on va bidonner les chiffres. C'est grave de faire ça. C'est vraiment grave d'avoir qu'il y ait une telle mauvaise foi. Et c'est pitoyable de voir des gens qui accordent encore de la foi à ce genre de personnes. Et qui continuent à croire que Macron, c'est un Jupiter qui va nous sauver, etc. Ou n'importe quel autre politicien. Ils sont tous pareils. Ils sont tous des pourris, en résumé. Parce qu'il n'y en a aucun qui dit la vérité. C'est que quand il y a des mauvais chiffres qui sont annoncés, même s'ils savent qu'ils sont faux, ils diront qu'ils sont justes. Eux aussi, ils ne creusent pas. Ça les arrange, ça va très bien. Tant que vous votez pour eux. Tant qu'ils se font réélire, tant qu'ils siègent un peu plus longtemps. Après vous avoir donné les arguments d'Olivier Delarche, il faut relever qu'il ne vous parle pas de l'autonomisation, du progrès technologique, qui explique le chiffre désastreux réel du chômage, ou pour être plus exact, du taux d'inactivité de la population. Donc le problème réel, il va au-delà de ça. Le problème réel à la racine, c'est que il y a aujourd'hui de l'autonomisation. Aujourd'hui, il y a des ordinateurs, il y a des algorithmes qui font beaucoup de travail. Vous pouvez avoir des tables de chirurgiens, vous avez des robots qui peuvent faire presque tout. Regardez les robots de Boston, etc. Ou Asimo, vous allez vite voir que ces robots demain pourront faire de tout. Vous avez des véhicules autonomes qui vont remplacer tous les taxis. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer lorsque tous les taximans vont perdre leur boulot parce qu'il y aura des véhicules autonomes? Qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer? Je vous garantis que les politiciens nous raconteront que ça va au mieux et que nous venons de créer énormément de boulot. Énormément de boulot. Je crois que le transport, c'est la première source d'emploi aux États-Unis. Quand ça tombe, qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer au niveau de la statistique réelle du chômage, quand déjà à l'heure actuelle elle est désastreuse? Comprenez-moi bien. À terme, tout emploi disparaîtra. Et c'est la raison, si vous ne voulez pas vivre au sein d'une très grande pauvreté, que nous devons passer vers une économie de ressources telle que définie par Jacques Fresco. L'analyse d'Olivier Delamarche ne va pas aussi loin. La mienne va jusqu'à vous proposer une solution qui fonctionnera pour l'humanité entière. Je ne me contente pas de critiquer, je vous dis également ce qui est encore plus important que de reconnaître le problème, comment sortir de l'impasse. Donc vous sortez de l'impasse en court-circuitant notre système monétaire et passant vers une économie de ressources. Est-ce que nous pouvons faire les choses que nous devons faire? Est-ce que nous pouvons loger, nourrir, blanchir les personnes, les éduquer à un niveau très, très, très élevé? Oui, nous le pouvons. Mais nous ne le pourrons pas dans notre système. D'accord? Notre système est condamné à l'échec. Notre système au mieux a marché jusqu'à aujourd'hui. D'accord? Mais aujourd'hui, nous pouvons faire beaucoup mieux, mais beaucoup mieux en allant vers une économie de ressources. Le système basé sur la dette et le système basé sur le système monétaire que nous avons ne fonctionnera pas. Alors, certaines choses comme le Bitcoin peuvent aider, d'accord? Peuvent, pour certaines personnes, être favorables, d'accord? Certaines personnes peuvent tirer leur épingle du jeu s'ils sont intelligents, s'ils font la bonne démarche au bon moment. Mais la plupart des personnes vont couler. Ce système-là fera en sorte qu'il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de pauvreté très rapidement à l'horizon. Je parle très rapidement, je parle de 5, 10, 15, 50 ans. Passons au argument de Philippe Erlin concernant le pouvoir d'achat. L'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques en France, soutient que le pouvoir d'achat des Français augmente, mais quand on interroge les Français, ils soutiennent tous qu'il baisse. Qui a raison? Les Français qui disent que leur pouvoir d'achat baisse ou l'INSEE qui soutient qu'il augmente? Philippe Erlin soutient qu'il est clair. À l'inverse de ce que soutient l'INSEE, le pouvoir d'achat des Français baisse. Il se range du côté du peuple. 1965 fut l'année des 30 Glorieuses.
fut la fin des Grandes Glorieuses et d'une époque où le pouvoir d'achat augmentait réellement. Depuis 1970 à 73, depuis cette période, on est perdant. Le pouvoir d'achat baisse. L'INSEE minore sous-estime l'inflation des prix, la hausse des prix. Le pouvoir d'achat, c'est quoi? C'est l'augmentation des salaires moins l'inflation. Si les salaires augmentent, il n'y a pas d'inflation, le pouvoir d'achat augmente. Si les salaires augmentent et il n'y a pas d'inflation, le pouvoir d'achat augmente. Et s'il y a de l'inflation, mais que les salaires stagnent ou baissent, le pouvoir d'achat baisse. Les salaires sont déclarés au fisc, à l'administration fiscale. Mais pour l'inflation, il faut construire un indice. C'est plus compliqué, surtout si on fait des hypothèses plus ou moins honnêtes. Si on arrive à minorer l'inflation, on va pouvoir déclarer un pouvoir d'achat en hausse, même si réellement il n'existe pas, même si réellement il n'y a pas cette hausse. Il faut comprendre il faut comprendre ce qu'est l'effet qualité auquel l'INSEE recourt. Afin de vous déclarer que le pouvoir d'achat des Français augmente et qu'il n'y a pas d'inflation. Quand vous achetez le nouveau iPad et qu'il est plus cher que l'ancien, que vous voulez remplacer, pour vous, c'est une perte de pouvoir d'achat, puisque le nouveau est plus cher que l'ancien. Mais l'INSEE ne va pas vous expliquer qu'en fait, mais l'INSEE va vous expliquer qu'en fait, le nouveau iPad est plus puissant que l'ancien. Donc, que vous en avez plus que pour votre argent. Il n'y a pas de hausse de prix et il va mettre dans sa base de données, son indice, des prix inférieurs au prix de l'étiquette, au prix de vente. Ainsi, ils bidouillent les prix et peuvent déclarer d'inexactes statistiques qui les arrangent, car il est plus commode de déclarer que le pouvoir d'achat augmente qu'en réalité il baisse. Cela s'applique avec force dans tous les biens technologiques et cela contribue à tirer l'indice à la baisse. Mais ce n'est pas réaliste, dans la mesure où cela ne correspond pas à la réalité. L'effet qualité de l'INSEE minore l'augmentation des prix sur les produits technologiques. Un ordinateur qui, dans les années 60, valait 1 000 € ne coûte plus que 50 €, d'après l'INSEE. Pourtant, vous ne pouvez pas acheter d'ordinateur à ce prix, mais cela n'empêche pas l'INSEE de publier de telles aberrations et de berner le peuple, ceux qui veulent se faire duper. Car il faut vouloir écouter de tels mensonges et être assez crédule pour leur accorder foi. Les ordinateurs ont vu leur prix baisser. Ils sont plus accessibles, mais 2 fois, pas 20 fois. L'effet qualité de l'INSEE est complètement aberrant. Cela concerne aussi les vêtements et l'alimentation. Si l'INSEE considère que les aliments sont de meilleure qualité, plus de vitamines, ils vont considérer que le prix n'augmente pas, même si cela coûte plus cher à l'achat. Au final, l'effet qualité concerne un quart des produits, des prix. Donc, un quart des produits, des prix qu'ils mettent dans leur indice, ce n'est pas les prix d'étiquette. Donc, un quart des produits, ils ont triché. Un prix sur 4 est rabaissé à la baisse, parfois 20 fois. Donc, c'est énorme, énorme, énorme. Donc, ils inscrivent un prix 20 fois moins cher que celui de l'étiquette, afin qu'en plus vous raconter que le pouvoir d'achat des Français augmente. Quand le saumon sauvage est de meilleure qualité que le saumon d'élevage, alors l'effet qualité ne rentre pas en ligne de compte. Les prix ne sont pas augmentés, car cela n'arrange pas l'INSEE. L'INSEE ne veut pas dire que, puisque la qualité a baissé, les prix ont augmenté. Mais ils disent que écrivent que quand la qualité augmente, les prix baissent, même si en réalité ils ne baissent pas. L'effet qualité est utilisé
que quand cela les arrange. Quand cela ne les arrange pas, on n'y recourt pas, ce qui est complètement arbitraire. C'est en se basant sur les chiffres de l'INSEE concernant le pouvoir d'achat qu'on obtient les réalisations des prestations sociales. Et si le pouvoir d'achat augmente, on n'a pas besoin d'augmenter les prestations sociales ou les salaires. Cela arrange donc l'État, ni les retraites d'ailleurs. Si le calcul de l'inflation est faux, tous les calculs statistiques qui en découlent sont faussés, tels que la croissance. Et toutes les décisions économiques qui sont prises grâce aux chiffres qui soutiennent que le pouvoir d'achat augmente quand il n'augmente pas. Donc, tous les gens qui prennent des décisions économiques parce qu'ils pensent que le pouvoir d'achat augmente prennent de fausses décisions puisque le pouvoir d'achat n'augmente pas. Si le calcul de l'inflation est faux, tous les autres statistiques qui en découlent sont faussées. Donc, je viens de vous lire ça. Comme le chiffre de l'inflation n'est pas réaliste, cela introduit des perturbations dans le débat économique. Mais on préfère le mensonge à la réalité. Alors, l'INSEE produit des chiffres sur l'inflation et le pouvoir d'achat bidonné, truqué, faux. Ce qui est catastrophique. Tous les chiffres qui s'affichent sont faux. Donc, tout ce que vous lisez dans les journaux, puisque les chiffres de base sont faux, est également faux. Puisqu'on bâtit tout sur du faux. Il y a un gain de pouvoir d'achat, pas aussi grand que décrit par l'INSEE sur l'électronique. L'alimentation est plutôt stable, mais il y a une perte de pouvoir d'achat au niveau de l'automobile et surtout du logement. Les dépenses au niveau des prix du logement sont au centre de la perte du pouvoir d'achat. Habiter, manger, se chauffer sont des choses vitales qu'on ne peut pas reculer dans le temps. La télévision, on peut la changer dans 6 mois. Dans 6 mois. Mais manger et se loger, on ne peut le reculer dans le temps. On a gagné sur le vêtement, sur l'alimentation, mais pas de façon énorme. Et grâce à la mondialisation, fermeture des usines chez nous, l'automobile coûte plus cher, surtout à partir des années 2000 à 2010. Donc, c'est pas la mondialisation qui a fait en sorte que les automobiles coûtent plus cher, mais c'est notamment à cause des taxes toujours croissantes. Il faut un vingtième d'un salaire d'un smicard pour faire le plein d'une voiture, c'est-à-dire beaucoup d'argent, simplement pour faire le plein, une seule fois par mois de sa voiture. Cela coûte très cher à ceux qui ne gagnent que le salaire minimum de base, le SMIC, le salaire minimum interprofessionnel de croissance. L'immobilier fait tout basculer dans le rouge. Notre perte de pouvoir d'achat réside réellement là. J'y ajouterai les taxes toujours croissantes. L'INSEE considère que nous ne mettons que 6% de notre pouvoir d'achat dans le logement. Le logement à 6%, c'est grotesque. Les histoires de l'INSEE sur le panier de la ménagère sont absurdes. La diffusion du progrès technologique fait en sorte que des biens qui coûtent cher coûtent moins cher. Donc, c'est le progrès technologique qui rabaisse les prix. Au niveau des transports aériens, nous avons gagné du pouvoir d'achat. Le billet pour prendre l'avion coûte moins cher. Au niveau de l'aviation, il y a du progrès technologique, des réacteurs qui coûtent moins, qui consomment moins de pétrole. Nous nous sommes forcés à sauvegarder des emplois, non le pouvoir d'achat. Les gains de productivité se traduisent en gains de pouvoir d'achat. C'est le progrès technologique qui augmente notre pouvoir d'achat.
Croyez-vous toujours dans les chiffres officiels? Dans le taux du chômage ou de l'inflation, du pouvoir d'achat? Si oui, mon travail, celui de l'huile à la marche et Philippe Erlin n'ont servi à rien. Dans ce cas-là, vous êtes toujours dans la Matrix. Si vous commencez à douter, vous commencez à sortir de la Matrix. Peuvent-ils mentir autant, nous raconter n'importe quoi, nous berner à un tel point? Ils n'ont jamais rien fait d'autre. Mentir, c'est leur métier. Les deux analystes que je cite et leurs vidéos réciproques sont disponibles sous les liens suivants en français. Donc, je vous mets les liens là à l'écran. Vous les trouvez également sur Medium et puis probablement en dessous de cette vidéo. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à bientôt.